peux parler, on s'en fout. T'es enregistré, mais tu peux dire ce que tu veux. Non, mais ça marche? Bah, là, c'est lancé. Ok, Là, ça marchera bien. Là où tu l'as mis. super. On va essayer d'être sérieux aussi. Ah ouais, ça arrive, ça? Oui, Ça existe? oui. Nous deux, sérieux? Oui, la plupart du temps d'ailleurs. Non, on fait les choses sérieusement, mais ça veut pas nécessairement dire que dans nos dialogues, on n'est pas toujours sérieux. Non, on n'est pas toujours sérieux, Mais clairement. notre travail est... Toujours sérieux. Ça, je suis d'accord. Je propose d'introduire, du coup, comme je t'avais dit. Donc, bienvenue dans le podcast Bocal Ship, dans lequel je diffuse, moi, Marc Albi, âgé de 21 ans, un épisode toutes les 2 semaines, qui est un interview. Et aujourd'hui, j'avais prévu de m'interviewer seul, dans le but de diffuser mes pensées sur le sujet de vivre de manière simple, fluide et organique. Mais Dom Tapi s'est proposé de manière très spontanée de m'interviewer dans mon podcast. C'est génial. Donc Dom, bienvenue pour la première fois dans ce podcast. Merci Marc. Et je t'invite à, du coup, animer à partir de maintenant la discussion. Moi, ça fait grand plaisir d'être la première personne de t'interviewer pour le podcast de Bocal Ship. Je suis bien d'accord. Dans ce cadre Oui, parce que plutôt... nous sommes dans la boutique du Labo Végétal, à C'est Casemate 34, le tiers-lieu de Fort Récup, à Aubervilliers. C'est Et ça. je suis bien d'accord. Je sais pas quelle heure il est, 18h30, 19h. Et le soleil est en train de se coucher petit à petit, donc c'est très beau et c'est très agréable. Je suis bien d'accord. Du coup, c'est une belle occasion pour toi d'exprimer et élaborer sur les sujets sur lesquels normalement tu poses les questions Oui, je suis bien d'accord. et qui permet peut-être aux personnes qui te suivent déjà et celles qui rejoignent l'aventure de découvrir en fait de quoi il s'agit Oui. quand on parle de Bocal Ship. Tout à fait. Voilà, donc moi je propose qu'on va commencer avec la question que tu poses d'habitude à tes invités, Oui. c'est de te présenter, Marc. Qui es-tu? Qui suis-je? J'aime beaucoup cette question parce que du coup je la pose très régulièrement aux gens, notamment dans le podcast, mais même de manière large. Et depuis plusieurs mois où je me suis réellement posé la question, je considère que je suis personne en soi, ou je suis une personne parmi tant d'autres. Donc je suis un être, comme dirait Marcelo, de sexe masculin, né en 2000, et qui vagabonde depuis son jeune âge, un peu partout dans sa tête surtout. Et j'ai grandi dans le Tarn depuis mes 3 ans et demi, proche de Gaillac, à Montance plus précisément, dans une ferme. Et en fait, si je devais me dire qui je suis aujourd'hui, c'est un jeune de 21 ans qui va sur ses 22 et qui voyage en continu dans le monde dans lequel il a atterri. Et je pense que le scoutisme, ça a beaucoup orienté, je dirais, ma manière de vivre d'une certaine manière. Et qu'aujourd'hui, j'ai un peu encore plus approfondi ce que j'ai appris au scout ou ce que j'ai découvert, mais du coup dans la vie en général et au quotidien, et pas juste en camp scout ou en week-end. Donc je suis également le créateur de Bocal Ship, sur le podcast sur lequel est diffusé cet épisode. Et d'autres choses qui en émanent, comme les réseaux sociaux, qui sont des outils que j'essaie d'utiliser de manière mesurée et fidèle, ou authentique, je dirais, mais c'est pas évident du tout.
Et ouais, mais aujourd'hui, je suis vraiment un être vivant, au même titre qu'une plante, qu'un chat, comme Bagheera. Et c'est juste que mon prénom, c'est Marc, mon nom de famille, c'est Albi. Enfin, mon prénom, c'est Marc-Olivier Georges-Marie, à l'occasion, Mogma. Et donc, c'est la manière dont je me présente pour que les gens puissent communiquer avec moi verbalement. Parce que techniquement, les langues, c'est nous qui les avons créées. On pourrait communiquer juste avec nos corps. Et c'est ce qui arrive avec beaucoup de personnes avec qui je ne sais pas parler parce que je ne parle pas le même langage. Mais on arrive quand même à communiquer et à dialoguer d'une certaine manière. Comme avec un chat, finalement. Du coup, ça répond à la question un peu de... Commence à répondre à la question de qui es-tu. Oui. Ce qui serait intéressant aussi, c'est de répondre à la question quelle partie de Marc Albi a mené à lancer le projet Bocalship, projet ou initiative ou idéologie ou mode de vie. Ce sont des termes un peu qui se complémentent, connaissant un minimum ce que tu fais au quotidien depuis que tu es ici avec nous. Mais du coup, l'évolution de qui est Marc Albi et qu'est-ce qui a mené à ça? Oui, c'est une bonne question. En fait, c'est toutes les personnes que j'ai rencontrées depuis toujours. Il y a vraiment la majorité des personnes qui ont orienté le fait de où j'en suis aujourd'hui. Mes parents, mes frères et sœurs. Parce que oui, finalement, quand je peux me présenter, je peux dire que je suis frère aussi, de 3 garçons et une fille. Et je suis le fils de mes parents, le petit-fils de mes grands-parents, bon, bref. Et en fait, depuis petit, je crois, on m'a raconté, parce que j'ai pas tous les souvenirs, mais que j'étais beaucoup boudeur. Et puis j'ai vu des vidéos de moi qui boudais, mais pour des trucs bidons, genre on joue à saute-mouton et mon frère prend la place devant moi. Du coup, ça m'énerve, je vais dans mon coin et je boude vraiment avec les bras croisés, pas content, quoi, il limite à pleurer. Mais c'était pas en mode caprice avec une sucette. Non, c'était en fait je boude parce que ça m'énerve qu'on me respecte pas. Je sais pas de quelle manière exactement. Et du coup, il y a eu une période, notamment au collège, où il y a eu beaucoup de questionnements dans ma tête, et notamment existentiels. Pourquoi vivre? Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Qu'est-ce qu'il y a après? Donc j'ai d'une certaine manière été accompagné ou guidé par le christianisme, parce que mes parents m'ont éduqué à ça et j'ai suivi le catéchisme, je suis beaucoup allé à la messe, à l'aumônerie, et même à travers le scoutisme, il y avait cette optique-là. Donc ça m'a beaucoup servi, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas ça m'a permis de poser certains mots ou de communiquer avec des personnes qui réfléchissent à ça ou en tout cas qui sont ouverts à ces sujets. Certaines valeurs peut-être. C'est ça. Et parce que c'était pas évident de pouvoir parler de ça avec tout le monde alors que tout le monde parlait de Clash of Clans en fait, ou Clash Royale, Candy Crush. Parce qu'en fait ils s'en foutaient de savoir pourquoi vivre et pourquoi d'autres choses. C'était en fait on est au collège, basta. Et donc ces questionnements ont mené à pas grand chose au début parce que c'était plus une source de souffrance d'une certaine manière parce que j'avais l'impression de me poser des questions que peu de personnes se posaient et du coup pas être à ma place d'une certaine manière au collège notamment. Et donc j'avais hésité, j'avais beaucoup réfléchi à m'orienter vers des choses plus concrètes, un bac pro, quelque chose comme ça. Mais mes parents m'ont gentiment guidé vers une voie plus, pas prestigieuse, c'est pas le bon mot, mais plus classique ou plus ouverte à long terme parce que du coup tu as un bac plus global, plus généraliste. Donc j'ai suivi une licence enfin pas d'abord une licence, d'abord un lycée. J'ai étudié un baccalauréat scientifique, option mathématiques, dans lequel j'étais moyennement épanoui. Mais à cette période, du coup, est entrée dans ma vie Camille, qui a été
et qui est toujours d'une certaine manière une personne avec qui je me sens très lié. Et donc on a vécu une relation de couple pendant 4 ans et demi. Et en fait ça a beaucoup aussi orienté qui je suis aujourd'hui, parce qu'il y a eu des connexions très fortes sur le fait d'avoir l'intention de fonder une famille ensemble, de s'unir de quelque manière que ce soit, et que même quand on s'était engagé l'un envers l'autre depuis le début et qu'on avait commencé à se fréquenter, je dirais, dans la sphère de relations amoureuses ou de couple, il y avait déjà cette notion de, en fait, c'est pour la vie d'une certaine manière, parce qu'on ne se disait pas c'est le mariage qui fait ça, en fait, c'est déjà juste en tant que personne, et dans nos dialogues c'est comme ça. Et donc ça a mené à beaucoup d'autres questionnements de comment tu fais pour du coup fonder une famille, être autonome, même financièrement ou même techniquement, parce que je vivais chez mes parents. Et c'est ça qui a beaucoup influencé le fait de du coup qu'est-ce que je fais dans ma vie, quel est le travail que je mène, comment je m'oriente. Donc j'ai continué à suivre ce bac, toujours sans savoir où j'allais, mais avec ces questionnements en tête. Donc je me dédiais principalement à ma relation de couple, on va dire, dans lequel j'étais épanoui. Et arrivé aux études supérieures, donc j'ai commencé une licence de mathématiques à Albi. Et les cours en soi me plaisaient, les matières c'était cool, c'est pas pour rien que j'étais allé en licence de maths, parce que ça stimulait certaines parties de mon intellect et j'avais certaines facilités. Mais donc là, je me suis vraiment plus questionné sur comment concrètement on met les choses en place, comment je travaille, quoi, parce que c'était là, j'étais étudiant, je ne travaillais pas. Et puis après la première année, ma sœur avait terminé son cycle ingénieur. Donc elle a été diplômée ingénieure à Purpan à Toulouse. Et elle s'est posé la question, du coup maintenant qu'est-ce que je fais dans ma vie ? Du coup, moi dans ma tête, je me suis dit, attends, mais pourquoi elle se posait la question 5 ans après en fait ? Genre, pourquoi faire des études et après se poser la question ? Autant d'abord se poser la question et ensuite faire des études ou des formations qui répondent à ça, à qu'est-ce que j'ai envie de vivre au quotidien d'une certaine manière. Donc là, il y a eu ces questionnements ont de plus en plus pris le dessus, et même sur ma vie en général, sur mes relations aux autres, sur ma relation de couple, sur tout, parce que j'étais vachement centré sur moi et sur comprendre ça, comprendre ou en tout cas essayer d'apaiser ces questionnements, parce que ça prenait clairement la majorité de mon énergie mentale. Et donc j'ai décidé d'arrêter mes études après cette deuxième année de licence de mathématiques. Et durant cette deuxième année de licence de mathématiques, je m'étais déjà orienté vers l'entrepreneuriat en suivant un parcours entrepreneur avec Clément, avec qui j'ai commencé à créer la première version de Bocalship. Donc ça, c'était en 2019. On était dans sa chambre, on réfléchissait à un nouveau nom parce qu'à l'origine, ça s'appelait Save and Gain parce qu'on voulait développer une application mobile. Mais en fait, c'était flingué Save and Gain. Donc on s'est dit, OK, comment on voudrait appeler ça ? Et de plusieurs manières, à un moment donné, j'ai dit, vas-y, Bocalship, en m'inspirant de leadership. Et du coup, on a adhéré tous les deux. Donc on s'est dit, OK, on part sur ça, donc toujours dans l'idée d'application mobile, bon bref. Et donc on a travaillé sur cette version de Bocalship pendant 1 an en étant accompagné par un incubateur, etc. Et en fin de compte, dans le même temps que j'avais décidé d'arrêter mes études, j'ai arrêté le projet avec Clément parce que j'étais plus aligné avec ça non plus, avec la manière dont on le travaillait ensemble à cette période. Et même moi-même, en fait, ma relation avec le monde de manière générale, j'étais beaucoup dans ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas à l'époque, une éco-anxiété, où en fin de compte, j'avais peur et je jugeais chaque geste que je faisais néfaste pour l'environnement, alors qu'en fin de compte, même juste de vivre dans notre corps, on pollue d'une certaine manière. Mais du coup, c'était en gros, dès que je prenais la voiture pour aller voir Camille ou qui que ce soit, je me prenais la tête en train de me dire je suis en train de polluer et de niquer la planète. Donc c'était pas très agréable comme quotidien. Donc ça, c'est notamment suite à ça en fait, parce que le projet maintenait ça, parce qu'on était dans une volonté de
changer le monde, de transition écologique, etc. Donc en fait, au quotidien, j'avais ça dans la tête et j'avais du mal à le matérialiser ou réellement le concrétiser. Donc on est arrivé cette année de césure à l'origine, parce que je voulais garder le statut étudiant au cas où si je voulais vivre des stages quelconques, et puis ça me permettait d'avoir 100 € par mois de bourse, ce qui n'était pas négligeable, même si j'avais travaillé l'été exprès pour avoir un matelas financier. Et donc à ce moment-là, j'ai mis en place une pédagogie en 3 étapes, qui ensuite s'est inspirée de Ticket for Change, parce que j'ai découvert qu'ils avaient aussi cette pédagogie de inspiration, introspection et action. Et donc le temps d'inspiration, j'ai animé le podcast Échappée verte, qui est toujours en ligne, sur l'entrepreneuriat à impact. Donc j'ai interviewé des entrepreneurs en France sur comment changer le monde à son échelle à travers ce volet d'entrepreneuriat, d'entreprise ou d'association. Et ensuite, après ce temps d'inspiration, je me suis isolé il y a 1 an en mars et avril pour plus prendre un temps d'introspection, prendre du recul sur tout ce que j'avais appris dans ce temps d'inspiration, ces rencontres, et du coup me poser ces questions de qui je suis. C'est là qu'a émané réellement la source de mes réponses, d'une certaine manière, ou en tout cas d'apaisement, je dirais. Et il y avait une autre question, c'était en quoi est-ce que je crois ? Parce que du coup j'avais été orienté vers le christianisme, mais finalement je ressentais que c'est pas que ça me bridait, mais qu'il y avait d'autres sphères à explorer et que je me sentais cantonné à quelque chose qui était peut-être pas assez large. Et donc j'ai vécu un temps en monastère pendant 1 semaine et demie, et ensuite chez Marcelo à Jourde pendant 1 mois, le mois d'avril, où j'ai appris plein de choses et je me suis reconnecté au vivant de manière large, que ce soit l'humain, le végétal, les animaux, enfin c'était formidable. J'en ai vraiment beaucoup d'énergie encore en moi de ce temps. Et suite à ça, je me suis dit, le mot Bocal Ship en soi, il me parle de ouf, parce qu'il caractérise bien en termes de mots, de dialecte, ce que je visualise, ce que je visionne en termes de mélange, parce qu'il y a du français et de l'anglais, il y a une notion d'aventure avec ship qui veut dire bateau ou navire, et le mot bocal résonne beaucoup en moi, rien que dans sa sonorité, et puis même parce que en fait, je l'ai rencontré beaucoup de fois, même chez Marcelo, on avait plein de choses dans des bocaux, des graines, enfin bref. Donc j'ai dit, ok, je reprends Bocal Ship, mais à ma manière, avec mon évolution, parce que Clément avait arrêté en même temps que moi. Et du coup, en partant de chez Marcelo, j'ai dit, je vais aller voir chez Fort Récup. Je sais pas pourquoi, mais honnêtement, je savais pas du tout pourquoi. Parce que j'étais venu 2-3 fois pour l'anniversaire de Mathieu, ou quelques fois il nous avait amenés en mode découverte, on dîne ici en famille, etc. Donc mon cousin Mathieu. Et là, chez Marcelo, je dis vas-y, je sais pas pourquoi, mais je vais aller chez Fort Récup. Et du coup, je rentre chez moi, je me reconnecte à la vie, au monde, on va dire, à Internet. Il y avait Mathieu parce que aujourd'hui il est dans le Tarn, chez mes parents. Et il me dit, je rentre un vendredi, et il me dit, dimanche ou lundi, je sais plus, je pars à Paris parce que, entre autres, Fort Récup déplace leur conteneur du fort à Samplon 93, le 2e tiers-lieu. J'étais là, ok, je viens avec toi. Mes parents, ils n'avaient pas eu de nouvelles de moi depuis 2 mois, mais du coup je rentre chez eux et je dis, je pars avec Mathieu lundi. Et donc ils me posent des questions parce qu'ils avaient beaucoup d'attentes de, du coup, qu'est-ce qui ressort de ton temps d'introspection, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, etc. Et je leur ai dit, mon projet c'est de vivre, point. Et je suis parti. Et je suis arrivé ici, et là tu connais un peu la suite. Donc on a vécu plein de choses, d'expériences, entre autres là, à ce moment-là j'étais plus en vagabond il y a quelques semaines là, puis j'étais en tournage aussi avec des vidéos que j'ai co-créées et que j'ai diffusées sur YouTube, avec certains entrepreneurs que j'avais interviewés dans le podcast Échappée verte. Et depuis août, je suis là à plein temps. J'ai appris plein de choses, ça m'a peut-être mis 3-4 mois à comprendre l'ensemble des activités de Fort Récup, Plastic Palace, le labo végétal, les tiers-lieux. Et je pense que ma venue a permis de structurer aussi pas mal de choses en interne entre nous, parce qu'on n'est pas nombreux, mais il y a beaucoup d'énergie, de cerveau et d'intelligence.
Et voilà, donc c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui j'en suis là et que les mots simples, fluides et organiques me sont apparus. C'est principalement dans mon temps avec toi et avec Bernard, avec Estelle, mais c'est principalement avec toi parce que c'est majoritairement avec toi que j'ai passé mon temps, où j'ai vécu mes expériences, que ce soit artisanales, manuelles ou même plus spirituelles d'une certaine manière. Mmh. Et tu te souviens, du coup, ces 3 mots simples, fluides et organiques, pour toi, c'est la question que tu poses aussi à tes invités de qu'est-ce que ça représente pour eux ou à quoi ça leur fait penser. Ouais. Mais du coup, pour toi, qu'est-ce que ça fait résonner en toi, ces 3 mots? Pourquoi ces 3 mots? Les 3 mots, si je les prends ensemble, ça me fait penser à mon parcours et du coup à mes rencontres. Parce que le mot fluide, c'est principalement Stéphane Larivière, que j'ai rencontré chez Joy quand j'animais le podcast Échappée Verte, où il parlait beaucoup de fluidité en fait. C'est-à-dire qu'il m'a appris ce que c'était la fluidité dans ta vie, ou avec les gens, avec ce qui t'entoure. Et que en fait, si c'est pas fluide, c'est que juste on te dit un truc, que tu as juste à écouter ce que ça veut dire, et que ça devient peut-être plus fluide après. Et la simplicité, c'est un peu toute ma vie, mes parents même, parce que en soi, mon père il a débarqué de région parisienne pour dire je m'installe en agriculteur. Il avait fait des études il a rencontré Christian avec qui il s'est associé donc à la ferme de Vindrac à Montance. Et en fait, c'était très simple parce que ça avait son ambition. Je me souviens, j'avais questionné mon père et ma mère sur leur ambition dans leur vie. C'était de vivre simplement. Et j'étais là, c'est ouf. Tu vois, j'en ai des frissons de le dire. Parce que le projet de mon père, c'est vivre simplement. Et donc, c'était avoir des activités... j'en pleure, c'est dingue. Avoir des activités au quotidien qui sont simples parce qu'elles ne te demandent pas 15 000 réflexions, quoi. C'est trivial, comme dirait mon prof de maths à la fac. Peut-être que c'est aussi un peu un retour aux bases, choses, à l'essentiel. Oui, mais c'était ça. C'était en gros, l'agriculteur, c'est la base de notre alimentation et de la vie d'une certaine manière. Et surtout qu'on évolue aujourd'hui dans un monde ou dans une société où même, ne serait-ce que dans les dernières 2 années, beaucoup de personnes se rendent compte que la simplicité, c'est une chose très importante. Et il y a aussi une grosse différence entre simple et facile. C'est ça. Ce sont 2 mots et 2 concepts distincts, mais qui sont souvent confondus. D'où l'importance. C'est pas facile de mener une vie simple. C'est ça. C'est c'est marrant, ça, je m'étais beaucoup questionné quand j'étais avec Wigo Greener il y a 1 an, pendant une semaine. C'était une de mes questions, parce qu'ils employaient souvent dans leur plateforme de réservation c'est facile, c'est simple, etc. Du coup, je leur dis, ok les gars, c'est quoi du coup pour vous la différence entre simple et facile, entre la simplicité et la facilité? Et même, en quoi ils sont liés aussi, parce que d'une certaine manière, à terme, je pense que la simplicité, c'est très facile finalement. Peut-être. Parce que, in fine, planter quelque chose, c'est assez facile, en fin de compte. Mais c'est une activité très simple. C'est ça. Donc la facilité, j'ai l'impression, c'est plus dans l'action, dans l'opérationnel. La simplicité, c'est plus dans la manière de le percevoir et de le vivre. Parce qu'aujourd'hui, dire que j'ai une vie simple, oui et non. Parce qu'il y a des choses où je pourrais dire que c'est pas simple. Mais à la fois, dans le contexte dans lequel j'évolue, que ce soit dans la ville, à Aubervilliers, ici ou autre, ma relation avec ce contexte, elle est simple. C'est une question qu'on me pose aussi souvent, vu les projets, la manière de vivre. Et au quotidien, je le vis de manière relativement simple. Je pense que c'est aussi parce que quand tu aimes ce que tu fais, quand tu aimes les gens avec qui tu le fais, quand tu crois dans ce que tu fais, ça enlève déjà des couches et des strates de complexité de difficulté.
Oui, c'est que alors que ce qu'on fait ici, ce qu'on fait ensemble, est pas facile. C'est ça. Mais c'est qu'entre nous, c'est très simple et c'est très fluide pour le coup. Et c'est marrant parce que Stéphane, il me surprend très souvent dans sa perception des choses et il a commencé par me dire c'est d'abord la fluidité qui crée la simplicité. Et que quand les choses sont fluides, finalement, ça devient simple. Et c'est pas faux. Parce que dans le contexte aujourd'hui, en fait, j'ai un extrême, moi, de la simplicité, c'est que je pense aux hommes préhistoriques, quoi. En fait, c'était ultra simple, parce qu'en fait, tu étais un être vivant et un animal au même titre que les autres, et basta. Tu te débrouillais chaque jour pour manger, pour survivre et vivre. Et je sais même pas s'ils vivaient, du coup, ils survivaient, juste, peut-être. C'était simple. Mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, ça ressemble plus à ça. Donc la simplicité, elle est différente. Elle est beaucoup dans les rapports humains et après aussi dans les... Elle est aussi dans le dialogue avec toi-même. Ouais. Ouais, en effet. Et ça rejoint... en fait, tout ce que j'ai dit précédemment, ça rejoint le côté organique qui est que je suis tout et rien. Et... Non, mais c'est intéressant parce que du coup, j'ai parlé de ton podcast, de tes valeurs que porte ton projet à ma mère récemment. Et du coup, en lui disant simple, fluide, organique, elle m'a regardé, elle a fait simple, je comprends, fluide, je comprends, mais organique, ça l'a travaillé un peu en quoi c'est organique. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, quand tu penses organique, on pense végétal, on pense nature, on pense plein de choses, mais peut-être que ça vaut la peine que tu... Mais ça vaut la peine que tu partages avec nous ce que ça veut dire pour toi. Ouais. Le mot organique, il est venu avec toi, dans notre travail, au quotidien. Je ne sais plus pourquoi, c'est nous, on a commencé à l'employer, notamment quand on a fabriqué la façade de ce magasin, où on disait souvent c'est organique, ou même d'autres choses en fait. Donc le mot organique en lui-même, c'est venu dans mes temps ici. Le ressenti, ou pas la définition, c'est pas vraiment une définition, ça je l'ai plutôt expérimenté et vécu principalement chez Marcelo, où en fait je vivais des temps calmes, ou des temps de descente en moi, qui peuvent s'apparenter à de la méditation, mais bref, c'est un autre sujet. Où en fait, j'étais assis sur un banc, souvent c'était juste en short de foot, et du coup sans chaussures, sans chaussettes, sans t-shirt. C'était l'été, enfin c'était en avril, donc bref, en printemps. Et en fait, j'avais des sensations, ça demande de prendre le temps, de beaucoup lâcher prise, d'être tout et rien, c'est-à-dire que le vent que je sentais sur ma peau, c'était moi. Et en fait, j'étais le vent au même titre que lui était moi. Comme un poisson dans l'eau, en fait, je sentais autant les parois ou ce qui m'entourait qu'un poisson, ou même quand moi je suis dans l'eau, on le sent beaucoup plus. Et sauf que là, c'était vraiment, j'étais dans l'air, je touchais le sol, chaque bruit que j'entendais, chaque vent qui me caressait, j'avais réellement, et c'est le cas, et c'est d'où le mot organique, parce que je le vis au quotidien, de ressentir que je suis, au même titre que tout le monde, tout. On est un tout, avec la planète, avec l'univers d'une certaine manière. Et qu'il n'y a pas de frontières en fait. Les frontières, elles sont créées de manière atomique pour constituer nos réserves d'énergie, parce qu'on est tous des réserves d'énergie, que ce soit une plante, toi, moi, Bagheera. Et donc ça donne un certain esthétique, une certaine forme, une certaine taille, des certaines caractéristiques qui ont un sens dans tout ce magma, comme dirait Marcelo une fois de plus. Et ce magma, c'est marrant, j'avais pas mis le mot, mais en plus maintenant que je dis magma pour Marc-Olivier Georges-Marie Albi, c'est génial parce qu'en fait c'est vraiment ça. C'est comme si, pour le voir de manière plus concrète, pour ça je prends l'exemple du poisson parce que l'eau c'est plus solide, c'est comme si on était dans un magma général et qu'on est organique parce que on est tous dans le même, liés à des sphères différentes, à des climats différents en fonction de où on se trouve sur la planète et du coup le rapprochement du soleil, patati patata.
Mais donc c'est tout ça en fait, le côté organique. Et au quotidien, de manière plus concrète, ça me fait penser à Gaudi. Gaudi, c'est marrant parce que j'y avais pas du tout pensé avant. Quand on travaillait ensemble, j'avais pas du tout pensé à Gaudi. Et quand j'ai trouvé le bouquin là, que je t'ai montré, je me suis dit, bah oui, c'est évident. Gaudi, il avait tout compris d'un point de vue architecture organique. Après, ce qui est intéressant quand on parle par exemple de ce container dans lequel on est assis pour faire ce podcast, en fait, je me souviens quand on travaillait ensemble sur cette façade, donc clairement un travail d'équipe avec toi, avec Estelle, avec Bernard, avec Juliette, avec Foued maintenant, avec Manu, oui, c'est ce que j'allais dire, avec Manu qui nous a gentiment fourni en bois de réemploi, etc. C'est en fait de faire avec ce qu'on a, ou faire avec ce qui est disponible de manière intelligente et de s'adapter à presque étape par étape à des choses qu'on rencontre pendant qu'on fait ça, en fait. Il y a des différences de taille, des différences de matériaux, des déformations du container qui a déjà vécu, des choses qu'on savait pas encore faire et qu'il a fallu qu'on apprenne, des choses qu'on a fait et qui étaient mal faites, qu'on a refait. Et en fait, toute cette évolution, ne serait-ce que sur on peut l'appeler un bocal, hein, d'une certaine façon aussi, un container, a été très organique, très évolutif. Une courbe d'apprentissage intéressante. Et en fait, si je dois... Je pense que les 3 mots, je pourrais parler des heures dessus individuellement. Mais le mot organique, ce qui m'a beaucoup aussi plu dans les rapports humains et dans notre rapport avec nous-mêmes, c'est la notion d'imperfection. C'est qu'en fait, quelque chose qui est organique, que ce soit la façade, d'une certaine manière, ça veut dire c'est imparfait, mais c'est parfait à notre façon. Oui. Parce qu'en fait, c'est organique, parce que c'est pas symétrique, c'est pas exactement de la bonne mesure, etc. Mais c'est ça qui rend la chose vivante et harmonieuse. Et du coup... On peut même parler un peu presque de l'âme, d'un espace, d'un lieu, d'un matériau. Oui, bien sûr. D'une création, d'une fabrication. C'est intéressant parce que de partager ce que ces mots représentent pour toi, en fait, c'est un des défis et une des clés pour toi à faire comprendre à travers tes podcasts, à travers tes écrits, ton travail, tes vidéos, tes rencontres, ne serait-ce que d'expliquer à quelqu'un que tu rencontres pour la première fois ce que tu fais et en quoi tu crois. C'est important de pouvoir traduire ces principes-là et ces valeurs-là en quelque chose sur lequel d'autres gens peuvent s'aligner, en fait. Je pense que c'est ça qui est intéressant aussi avec Bocal Ship, c'est que au fil de notre discussion qu'on vient d'avoir, tu parlais aussi d'être moyennement épanoui dans tes études, je pense que ce que tu as vécu, tu n'es pas le seul. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à différentes étapes dans leur vie. Moi, j'y suis passé aussi. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je peux faire une différence? Je le vois avec ta sœur qui est venue nous rejoindre aussi pendant un certain temps. Comment est-ce que j'agis sur la transition écologique? Parce que profondément, je sais qu'en fin de compte, d'une, c'est inévitable, mais de deux, c'est urgent. Mais de trois, c'est tellement énorme qu'on peut se sentir impuissant, perdu, incapable. En fait. Et en fait, moi, dans ce que je vois dans l'accompagnement de ton projet Bocal Ship, c'est aussi de proposer une façon, toi tu l'appelles un mode de vie, et ça l'est, mais c'est peut-être une approche de vie aussi. Une manière de vivre, une manière de vie aussi, une manière de gérer ses obstacles, de gérer ses questions, de trouver les valeurs qui font qu'en fin de compte, tout le monde qui a un peu de potentiel peut les déployer. Donc pour toi, c'est simple, fluide et organique, et pour quelqu'un d'autre, ça sera 3 autres mots. C'est ça. Mais le mot n'est pas le plus important, c'est le sentiment derrière, en fait. C'est exactement ça, c'est que j'allais dire, Bocal Ship, c'est singulier à moi et peut-être à Clément aussi, d'une certaine manière. Mais in fine, en fait, chacun a son Bocal Ship. Et chacun est libre de l'explorer avec le temps qu'il veut. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant et qui me tient à cœur dans le fait de créer une sorte d'entité ou de projet, du coup, ou une entreprise, la manière dont on peut l'appeler de manière plus traditionnelle, c'est de permettre aussi à d'autres
à travers Bocal Ship, de découvrir le leur. Mhm. Et comme For Recup en fait. Ici, je sais pas à quel moment ça a eu un impact sur moi, mais je pense dès le début, inconsciemment, ça a beaucoup joué quelque chose, parce que sinon je serais pas venu instinctivement. Tu serais pas resté aussi longtemps. Oui, exactement. Et ouais. Donc tout ça, ça joue. Ça joue. Et c'est très organique et c'est en lien avec tout le monde. C'est ça, on est tous connectés en soi. Et du coup, si tu devais répondre à une question que tant de personnes se font poser, où tu te vois dans X temps, où est-ce que tu souhaiterais de manière fluide et organique que tes activités te mènent? Moi, je connais un peu la réponse parce qu'on en discute souvent, mais je pense que ça intéresserait aussi ton audience, un peu de voir vers où toi tu déploies ces énergies en fait. C'est très chouette parce que ça c'est Émeric, mon frère, la notion de cap. C'est lui qui me l'a mis en tête et j'ai mis du temps à la comprendre parce que quand j'avais été en études, clairement j'avais aucun cap et d'avoir mon bac c'était pas un cap pour moi parce que ça me parlait pas du tout. Mais en fait, lui, la manière dont il me l'exprimait dans son contexte, c'était, là, mon cap, c'était d'être diplômé ingénieur à l'ICAM. C'est toujours le cas parce qu'il n'a pas encore terminé. Au même titre que ma sœur, je pense que son cap, c'était, je suis diplômé. Et du coup, cette notion de cap, je me la suis posée sur, vers où je vais? Quelle est mon orientation? Et on m'a posé 50 000 fois cette question, c'est quoi ton orientation finalement scolaire? On te demande scolaire, mais in fine, c'est quoi ton orientation globale en fait? Aujourd'hui, on utilise ça c'est quelle est ton orientation d'études, de travail, de projet de vie, de tout ça. Mais en fin de compte, ce qui est important, c'est aussi d'avoir son cap c'est ta vie, c'est tes envies, c'est ton. C'est ça. C'est pas juste pour le boulot ou juste pour les études c'est ou global, juste pour cocher des cases. Et c'est pas pour rien qu'on demande une orientation, qu'on parle aussi d'orientation sexuelle, mais en fait, on peut regrouper tout, quoi. Et c'est quelle est ton orientation globale, parce qu'une fois de plus, tout est lié et tout est en équilibre, en harmonie. Parce que mon orientation à moi, elle impacte toutes les sphères auxquelles je peux penser, que ce soit amoureuse, familiale, professionnelle, ce que tu veux, les mots qu'on met dessus. Et donc, pour répondre plus concrètement à ta question, en fait, quand j'étais chez Marcelo, je me suis rendu compte que son contexte de vie, donc il est sculpteur à l'origine de pierre, là il est plus ou moins à la retraite on va dire, et donc il anime et il accompagne une forêt comestible chez lui. En fait ça m'a beaucoup parlé, donc mon cap je me suis dit ok c'est de vivre de cette manière. Je suis venu, c'est ça l'intuition que j'avais chez For Recup, c'était ok c'est cool à la campagne tu peux planter ce que tu veux n'importe où d'une certaine manière et vivre plus facilement de manière pas autarcique mais autonome ou produire toi-même ta nourriture ou autre. Et je me suis dit ok en ville en fait comment tu fais? Donc je suis venu ici pour implémenter et nourrir mon cap, mon expérience, ma vision. Et aujourd'hui ce que je peux exprimer c'est que mon cap il est déjà de vivre tous les jours tant que je suis vivant. Et ça en fait déjà c'est un cap énorme. Et à travers toutes ces journées, l'orientation plus lointaine ou plus globale, c'est, alors j'aime bien dire parce que c'est réel, mais c'est de voyager à cheval et qu'en fait un de mes quotidiens de rêve, ce serait d'être à cheval, d'avoir un plan, une carte, papier, sur lequel j'ai des lieux où je peux me rendre parce que je sais que les personnes d'une certaine manière vont m'accueillir ou peuvent accueillir mon cheval également. Et des lieux Bocal Ship. Des lieux Bocal Ship. C'est ça l'idée. Et en fait, Marcelo, c'est déjà un lieu Bocal Ship d'une certaine manière. Donc, c'est pas juste Bocal Ship qui crée des lieux, c'est comment aussi créer du lien entre tous ces lieux, un peu comme ce que Pierre Rabhi a travaillé sur l'Oasis, etc. Même si c'est plus des structures d'éco-village ou autres. Mais il y a une forme de... C'est peut-être aussi des lieux qui partagent certaines de ces valeurs, en fait. Ouais. C'est pas nécessairement que des lieux que toi, tu aurais bien sûr, c'est ça. co-construit. Et c'est tout l'enjeu. C'est que j'ai pas envie... S'il faut, un jour, Louis Vuitton, il va créer un lieu Bocal Ship, on n'en sait rien. Mais ça me plairait, ce serait vraiment chouette. Parce qu'on est... Tout est possible.
Et donc, dans les prochaines années, je ressens une forte connexion avec le lieu où j'ai grandi dans le Tarn, au bord du fleuve, dans la ferme de mes parents. Et donc là-bas, j'ai un terrain sur lequel je projette de planter une forêt comestible et de créer un premier jet, ou un premier test, ou un premier lieu Bocal Ship. Il y a aussi une ruine que j'aimerais rénover en lieu de travail, artisanal, même digital d'une certaine manière, un lieu de vie, humain, naturel, global. Et donc je pense que j'aimerais créer un socle dans ce territoire où j'ai grandi, où je suis d'une certaine manière originaire, mais qui ne met en rien en défaut le fait que je suis un citoyen du monde et que je ne suis pas attaché techniquement à une terre en fait. Je suis un citoyen du monde, c'est le bon mot. Bon, bref, peu importe. Donc je me rends dans un premier temps dans le Tarn et à partir de là-bas, créer d'autres lieux et accueillir des lieux qui existent déjà avec nous et qui permettent cette vision du coup potentiellement ou ce rêve long terme de à cheval me déplacer de ces lieux en ces lieux, que ce soit en France, en Europe. On s'en fout, les frontières, c'est nous qui les avons inventées. Mentalement, spirituellement, il n'y en a pas vraiment. C'est les sociétés qui ont créé les frontières. Je ne dis pas qu'elles sont inutiles, je dis que physiquement, elles sont futiles. Donc c'est un peu ça l'orientation et le cap que je tiens et que je vis chaque jour. Et justement, cette notion de cap, ouais. À travers tes podcasts, tes écrits, tes créations, pour ceux qui manquent peut-être de cap, c'est peut-être une belle manière pas de résumer, mais de terminer ce podcast, oui, c'est clair. Cet épisode. C'est si tu devais partager cette notion de comment trouver son cap, comment reconnaître son cap, comment savoir si le cap sur lequel on est ou pense être est le bon. Oui, il est évolutif. Tu as des petites astuces ou des choses que tu as envie de partager, que toi tu as appris Ouais. Bah, je pense dans un premier temps que c'est intérieur. Et une fois de plus, c'est, je pense, singulier d'une certaine manière à chaque personne. Et j'en reviens à, tu peux te raccrocher à un cap d'un autre, soit temporairement, soit globalement, parce qu'il faut de tout et qu'en fait, c'est possible qu'un cap de quelqu'un d'autre te parle à 100% et que en fait, ce soit très harmonieux pour toi de travailler dans ça et de te dédier à ça. Ça, c'est un petit peu un message de recrutement pour Bocal Ship, potentiellement, s'il y a des gens qui sont intéressés pour travailler avec moi. Comme 06. Toi, qui est mon premier... Non, c'est pas du tout mon numéro. Non. Tu veux te le faire à la Bernard, là ? Oui. Le 06, 07. Pour rejoindre Bocal Ship, non, l'aventure. On peut juste marc.albi@bocalship.com. On peut me contacter par email ou alors me rencontrer directement à Aubervilliers, dans le tiers-lieu de Fort Récup, Casemate 34. Ou sinon chez mes parents dans le Tarn, vous tapez Ferme de Vindrac et vous trouverez. Et parce que c'est le mieux en vrai, ou alors vous m'écrivez une lettre aussi, bon bref, vous débrouillez. Comme tu l'as fait. Bah oui, je me débrouille toujours. Mais donc le conseil, c'est aussi que le cap, c'est à la fois futile, mais à la fois chouette. C'est-à-dire que chaque jour, je ne me prends pas la tête à me dire est-ce que je suis orienté vers mon cap. Parce que même en bateau, tu peux faire un demi-tour pour vraiment trouver ta destination. Et qu'en fait, au jour le jour, tu peux dire ah ouais, ben ça en fait c'est pas du tout aligné à ce vers quoi je tends. Mais en fait, tu as peut-être besoin de passer par là pour découvrir certaines choses, apprendre et te réorienter. Et que le cap, il est pas figé, il est évolutif. Parce que je dirais que ça, c'est le cap de mon existence sur Terre. Mais ce dont je ne parle pas, c'est que j'ai aussi l'intention de fonder une famille, de transmettre à des enfants, que ce soit des co-créations ou des je sais plus comment on dit, ou d'autres. Mais
Et ça fait aussi partie de mon cap d'une certaine manière. C'est juste qu'à cheval, je serai seul sur mon cheval d'une certaine manière. Mais il y aura peut-être des enfants et les miens qui me suivront. Donc un cap, c'est un peu une direction, c'est pour se donner un peu de sens. Mais qu'en fin de compte, c'est quelque chose qui évolue, qui change, qui peut changer, qui s'adapte à son environnement et à son époque aussi. Parce que comme tu me disais, je sais pas si tu arriveras à venir à cheval dans Paris. Pas faux. Techniquement, je sais pas si j'y arriverai. Ça demandera peut-être un cortège particulier. Ça sera sûrement une expérience intéressante de tenter. Ça, je suis bien d'accord et tu sais bien que j'essaierai sans doute. Oui. Mais ouais, si je dois donner un conseil, en fait, c'est... Il y a deux notions, c'est la conscience et le ressenti. Et déjà, je pense que ça, c'est le tout début, quoi. C'est être en conscience, tu vois, de son non-alignement ou des choses qui ne nous parlent pas dans notre quotidien. Comme le fait de suivre des études qui, en soi, me stimulaient, mais je sentais que le cadre ou l'orientation de ces études ne me parlait pas plus que ça. Et j'ai pas jugé en mode c'est les études qui sont mauvaises, c'est en fait moi je suis pas adapté dans ce temps-là pour ces études-là. Donc il y a aussi beaucoup une question de conscience et de s'écouter. Ouais. Et de Parce que ce que tu viens de dire, ça peut s'appliquer aussi à quelqu'un qui travaille pour une entreprise pas alignée avec ses valeurs ou qui habite dans une ville qui correspond pas à ses envies ou à ce qu'il cherche en termes de qualité de vie. Ça peut se traduire dans un couple avec une personne qui en fin de compte n'est pas réellement la personne qui peut t'épanouir ou avec laquelle tu peux partager une belle aventure. Ça peut s'appliquer à tellement de choses, mais le point de départ, c'est souvent de s'écouter, de s'écouter aussi. Donc quand c'est pas facile à entendre, ouais, c'est ça. Ça revient à cette notion de dialogue interne aussi. Comment tu te parles, comment tu t'écoutes. Exactement. Parce que si tu le fais pas, il n'y a personne qui va le faire pour toi. Parce que si les autres le font pour eux, en fait, ils n'ont pas le temps de le faire pour toi, techniquement. Ou alors, ils vont te driver pour répondre à leur. Ouais. Mais ouais, donc la notion de conscience, je la vois dans ça, finalement. C'est être conscience de soi-même, déjà, de son propre corps, de ses propres énergies et de son quotidien. Et à partir de cette conscience, du coup, tu sais, tu juges et tu ressens, parce que ton corps, il te dit, en fait, les choses. C'est ça. Comme là, il me dit que je suis fatigué après une longue semaine, très intense et très chouette. Et ouais, c'est plein de petites choses comme ça, et je pense qu'après, c'est du dialogue. Le dialogue, c'est énorme. Quand je te disais que Camille avait un rôle monstrueux, c'est que le dialogue, moi, j'étais un bolos à l'époque. Parce que mon papa, il a du mal à communiquer. Il sait parler, etc. Mais je veux dire, partager ses ressentis, ses émotions, etc., c'est difficile. Donc en relation, notamment de couple, tu as souvent affaire à des émotions ou autres. Et Camille, qui, on va dire, a des origines espagnoles, enfin c'est le cas, a cette facilité peut-être d'exprimer ses émotions ou d'exprimer ses ressentis. Et donc moi, j'étais là en mode, je sais pas. Et j'arrivais pas à exprimer, tu vois. Ça a créé beaucoup de difficultés à une époque. Et donc j'ai appris beaucoup via ça, via le dialogue, en fait, communique. Et au pire, tu communiques mal et c'est pas grave, ça se répare, ou tu peux communiquer même autrement par la suite, tu apprends. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise pour communiquer avec toi, tu le vois bien, on a des discussions très, pas franches, mais très sincères. Et profondes. Ouais. Donc c'est un peu comme ça que je le... Du coup, c'est intéressant parce que Bocal Ship aussi, pour ceux qui nous écoutent et qui t'écouteront, c'est aussi un exemple parmi tant d'autres de comment orienter ce dialogue, de comment s'écouter, de comment avoir quelques repères sur comment avancer vers son cap, etc. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que là, aujourd'hui, la newsletter que j'ai lancée hebdomadaire, en fait, je sentais que les réseaux sociaux, ça ne me parlait pas des masses à 100% pour communiquer, parce que c'est très futile et secondaire. Et la newsletter, c'est beaucoup plus personnel et tu prends vraiment le temps d'écrire ce que tu penses et ce que tu as envie de transmettre. Donc
Donc ça ancre dans le dialogue aussi. Moi, je te félicite pour ton projet, pour cette initiative. Moi, ça m'a fait beaucoup plaisir d'avoir ton rôle pour un épisode. C'est très agréable d'être interviewé. C'est la première fois, je crois, qu'on pose des questions, où on est enregistré, etc. Et c'est drôle d'être dans l'autre sens, mais que ce soit en plus mon émission, enfin l'émission que j'anime. Donc merci beaucoup pour cette opportunité, parce que j'y avais pas du tout pensé. Voilà, c'est très fluide, très simple. Mais oui, parce que tu m'as dit ça organique. hier, quoi. Tu m'as dit je pourrais t'interviewer, j'étais là, ah bah oui. C'est ça. Donc, merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup, Dom.